Merci Mylène et bonsoir à tout le monde. Bienvenue ici à la bibliothèque municipale de Vevey. C'est un plaisir ce soir d'ouvrir le débat et de, on le redit, défoncer le patriarcat et le validisme avec deux personnes du choix. À commencer par Nadia Morand. Vous êtes sexologue. On va se tutoyer. On dit ça. On se tutoie, puisqu'on se tutoie à la ville, comme on dit. Vous êtes sexologue, tu es sexologue, initienne, formatrice et membre des Dévalideuses. On en reparlera après. Qu'est-ce que c'est, les Dévalideuses? Et Sarah Azeg, tu es artiste, crêpe, queer et diplômée de la aide à Genève, dans l'école d'art de Genève, récemment d'ailleurs. Félicitations. Et donc, on va ensemble ouvrir ce débat sur le validisme et le patriarcat, cette intersection de deux luttes qui, au part, ont encore un bon bout de travail à faire avant d'être acceptées. Mais avant tout, je voulais, j'aime bien un début de débat souvent définir quelques termes, histoire qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Ça semble pas mal pour mener ensemble une discussion. Le premier mot qu'on va définir aujourd'hui, c'est le mot validisme. Qu'est-ce que c'est? Le validisme, c'est un système de discrimination qui considère les personnes valides, entre guillemets, omettant la norme sociale, et qui marginalise du coup tout ce qui ne répond pas à cette validité établie par la médecine. Le deuxième mot, c'est le mot intersectionnalité. Un mot qui fait parler, on en a parlé avant, qui des fois n'est pas adapté pour cette thématique, mais on s'est dit que c'était le mot qui était le plus compréhensible en termes de racines étymologiques et latines. L'intersectionnalité, c'est un concept qui analyse comment différentes oppressions se croisent et créent ensemble des expériences de double discrimination ou de triple discrimination en fonction du profil de la personne. Et justement, le prochain mot, c'est la double discrimination. C'est un phénomène où les préjugés liés au genre ou handicap, aujourd'hui, en l'occurrence, se renforcent mutuellement. L'un renforce l'autre aussi, parfois, et ça crée des obstacles assez spécifiques à ces intersections. Pardon. Et puis le dernier mot que je voudrais définir, c'est le mot CRIP, le C-R-I-P, qui est un terme initialement péjoratif, il vient de l'anglais cripple, qui veut dire estropié, finalement, qui a été réapproprié au multi d'empowerment par les personnes militantes et qui est inspiré de la théorie queer, qui a été critiquée, enfin, énorme, et qui revendique finalement une fierté de handicap, d'être en situation de handicap, et qui refuse la médicalisation du handicap. C'est un petit peu le meilleur ennemi du validisme. Voilà, si on veut bien s'entendre là-dessus. Voilà, je voulais définir, vous êtes d'accord avec ces définitions? Tout à fait. Ok, bon, super. Nadia, je commence avec toi en tant que sexologue. Tu es particulièrement sensible aux questions, j'imagine, d'autonomie corporelle et de droits sexuels. Une première question que j'ai envie de te poser, c'est comment le validisme et le sexisme s'articulent dans la solution?
Ok, merci beaucoup pour tes présentations et ta question. L'articulation entre le validisme et le sexisme au niveau de l'accès aux soins, il y a vraiment 3 pans. Il y a comment le validisme est en soi un frein à l'accès aux soins. Ça peut sembler un petit peu paradoxal parce qu'on se dit que les soins, enfin l'espace du soin, c'est un espace qui est a priori fait pour les personnes handi, pensé presque pour elles, alors qu'en fait, pas tant que ça. Et il y a vraiment plein de freins à l'accès aux soins. En particulier, et c'est là où on va être dans l'intersectionnalité, en particulier, il va y avoir plein de freins à l'accès aux soins pour les personnes qui auraient besoin de soins en gynécologie et qui sont handi, par exemple. Et puis, il y a des freins à l'accès aux soins pour les femmes et minorités de genre, aussi simplement, même hors handicap. Donc, il y a vraiment ces 3 freins-là qui s'articulent avec les freins pour les femmes et les personnes relevant des minorités de genre, les personnes handi et les femmes et minorités de genre handi. Ces freins à l'accès aux soins, ils sont divers. Notamment, il y a un problème de littératie en santé. Donc, ça veut dire la littératie, c'est le fait de pouvoir accéder à une information, de pouvoir comprendre l'information et de pouvoir agir sur cette information. Donc, souvent dans le soin, les informations qui sont délivrées par des professionnels de santé ou des professionnels de l'éducation, les personnes vont parler à un niveau de bachelor. Alors que l'information qui est comprise par plus de la moitié des gens, c'est une information qui serait délivrable à un enfant de 12 ans, en fait. Et du coup, cet écart entre au niveau du discours qui est délivré en santé et de ce que la majorité des personnes peut comprendre et peut assimiler et sur lesquels les personnes peuvent agir, cet écart est tel qu'il y a plein de personnes qui sont en dehors du soin à cause de ça. Il y a aussi évidemment des freins liés à l'accessibilité, donc accessibilité matérielle, accessibilité pour les personnes sourdes, pour les personnes avec des déficiences sensorielles et ou cognitives. Et puis, il y a aussi un autre frein qui est celui de... quand on est une personne qui est handi, on peut avoir été plus ou moins en contact déjà dans le soin. Ça peut être dans l'enfance pour les personnes qui sont nées avec un handicap. Ça peut être un peu plus tard, si le handicap arrive plus tard. Mais du coup, ce premier contact avec le monde du soin, qui peut déjà être violent, qui est souvent violent, on ne va pas se mentir, ce premier contact qui est souvent violent, ça va être un frein. Comment je fais pour revenir vers du soin alors que j'ai déjà été maltraitée, malmenée ? Ça demande un réel effort de se dire « Ok, je vais y retourner alors que ça a été un environnement violent pour moi ». Donc voilà, tout ça, c'est des freins. Et puis, je vais revenir sur cette question d'intersectionnalité. Par exemple, en France, les dernières statistiques sur l'accès à la gynécologie, aux soins de gynécologie pour les personnes qui en ont besoin et qui sont en institution, c'est qu'il y a plus de 2/3 des personnes institutionnalisées qui ont jamais vu de gynéco, quoi. Alors qu'elles en auraient besoin. Donc on est vraiment sur des choses assez graves avec du déni de droit, en fait, et du déni de droit humain tout simple. Voilà. Merci beaucoup. On a discuté juste avant, mais on disait peut-être en France, un des avantages qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a peut-être un peu plus de chiffres qu'en Suisse sur la réalité des personnes handicapées. Cependant, un chiffre qui existe en Suisse, c'est le nombre de personnes handicapées au sens de la médecine, en tout cas au sens de la définition de l'OMS et de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Et ce chiffre il est de 1,8 million de personnes, c'est 22% de la population qui est en situation de handicap. Et parmi ces handicaps, 80% sont invisibles,
Donc voilà pourquoi on a souvent l'impression que le handicap n'est pas si représenté dans la société, n'est pas si visible. Et en fait, simplement parce que souvent, il se cache. Et donc, on ne peut pas le voir. Voilà. Ça me semblait important de rappeler ce chiffre. Et peut-être un autre chiffre, Nadia, ou Sarah, vous allez sans doute réagir dessus, mais selon l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, et un audit mené par l'ONU en 2022 en Suisse sur l'application de la Convention de l'ONU et des personnes handicapées, audit qui a été plus négatif, on estime que 40% des femmes handicapées ont été victimes de violences sexuelles, mais tu me disais c'est probablement plus. C'est probablement 2 fois plus. En tout cas, les chiffres qu'on utilise en France la plupart du temps par rapport à ça, c'est il y a 4 fois plus de victimes de violences sexistes et sexuelles parmi les personnes handi qu'en population générale. Et en population générale, on est grosso modo à une personne sur 5. À une personne sur 5. Donc on est facilement plutôt à 80%. Et par exemple, chez les femmes qui ont des troubles du spectre, qui sont sur le spectre de l'autisme, on est à 9 personnes sur 10. Donc, je trouve vraiment dommage qu'il y ait cette sous-estimation. Parce qu'en plus, ces violences sexistes et sexuelles, c'est vraiment quelque chose qui est très très large. Et les violences sexuelles, ça peut être et sexistes, ça peut être le fait d'obliger une personne, par exemple, à avoir une contraception pour rentrer dans un établissement, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est interdit sur le papier, mais qui est encore très commun dans beaucoup d'établissements. Donc, et des contraceptions forcées, donc ça peut être des contraceptions temporaires, ça peut être aussi des contraceptions définitives, des stérilisations forcées. Là encore, c'est a priori interdit, mais ça continue d'arriver. Sur le terrain, c'est ce qu'on voit, et moi, c'est ce que je vois dans ma pratique de sexologue. Et en fait, pas considérer... La Suisse l'autorise, hein, encore les Allemands, la castration chimique. Oui. Et voilà, donc ça, ne pas considérer ça dans le champ des violences sexistes et sexuelles, c'est un non-sens. Ça fait aussi partie des violences sexistes et sexuelles. Et si on prend ça plus les agressions, les viols, ça fait vraiment un ensemble qui est vraiment très très large et qu'on se doit de regarder. Et je reprends ce titre de défoncer le patriarcat et le validisme. C'est juste ce à quoi s'est engagée la Suisse, en fait. La Suisse a ratifié la convention, comme tu l'as dit, la convention des droits des personnes handicapées de l'ONU, la CDPH, en 2014. La Suisse a ratifié la convention d'Istanbul en 2017 et s'est engagée à la fois à lutter contre le patriarcat avec la convention d'Istanbul et à lutter contre le validisme avec la CDPH. Donc, défoncer le patriarcat et le validisme, c'est juste ce à quoi s'est engagée la Suisse. C'est tout. C'est pas une revendication, c'est juste, ok, vous vous êtes engagés à le faire, on s'est engagé collectivement à le faire, allons-y. Et on a le droit de demander de voir le résultat de ça. En plus, on m'entend bien ou pas ? Ouais. Oui. Mais en plus, avec la question des chiffres, ce qui est compliqué pour vraiment avoir une visibilité sur ce qui se passe dans une population aussi marginalisée qu'est la population handicapée, c'est à la fois les institutions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adultes et de personnes âgées qui sont en fait mis toute leur vie dans des institutions où il n'y a aucun contrôle de ce qui s'y passe. Donc, typiquement, alors en France, ça s'appelle les IME, en Suisse, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est les écoles institutions. Les ESE. Oui. Okay. Et en fait, dans ces institutions, outre le fait qu'elles ont d'éducation à peu près que le nom, mais il y a vraiment une pratique systémique de l'agression physique, de l'agression sexuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à chiffrer. Donc, tu as déjà ce volet-là de tout ce qui se passe en institution qui est difficile à chiffrer parce que c'est très difficile de savoir ce
qui s'y passe hors de témoignages et d'affaires qui ont vraiment été médiatisées. Mais en plus, comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même une grande partie de la population handicapée qui est peu visible. Moi, j'aime pas trop dire que les handicaps sont invisibles. Je préfère dire qu'ils sont invisibilisés ou peu visibles. Mais en tout cas, ça fait aussi une tranche de la population handicapée qui va être aussi potentiellement plus difficile à pouvoir étudier si elle... Alors si des fois même les personnes elles-mêmes se considèrent pas forcément comme handicapées alors qu'elles le sont, donc ça rend aussi pareil le fait de faire ces statistiques très compliquées. Il y a aussi une question de définition, j'imagine, qui est retenue. Les définitions ne se ressemblent pas. Par exemple, bêtement, est-ce qu'une personne âgée qui est limitée dans ses activités est une personne handicapée, une personne âgée? J'imagine que ça varie en fonction des instituts de sondage. Oui, tout à fait. En tout cas, nous, en France, où, comme tu le disais, on peut avoir plusieurs instituts de sondage très différents qui peuvent parfois interroger les questions de handicap et les croiser avec les autres questions. On voit qu'ils ne se sont pas accordés sur les définitions, alors que, comme tu l'as rappelé, on a une définition de l'OMS. En France, en Suisse aussi, un petit peu, on reste beaucoup basé sur une définition du handicap qui est une définition médicale, qui centre le point d'accroche et d'attention sur les incapacités de la personne, sur l'individuel, alors que la définition qu'on est censé utiliser depuis 40 ans, c'est une définition sociale du handicap qui parle plutôt d'une inadéquation entre l'environnement et les besoins des personnes, en fait. Et donc, qui pointe le fait que ce qui crée le handicap, ce qui suscite le handicap, c'est l'inaccessibilité. Et donc, il faut pouvoir travailler sur l'accessibilité pour pouvoir diminuer le handicap et pas sur les individus. Alors que pendant des dizaines d'années, on a été centré sur comment on va modifier, corriger, normaliser l'individu pour faire communauté, quoi. Surtout que tu dis ça, mais en plus en France on a l'INSEE, qui l'INSEE aussi est censé appliquer cette fameuse définition, mais qui derrière on va re-individualiser beaucoup. Et sur la question des personnes âgées, je trouve que c'est intéressant parce que on va souvent les mettre de facto dans les personnes handicapées. Alors que comme une personne de n'importe quel âge, en fait, une personne âgée peut être autant valide que handicapée. C'est plus que l'âge est un facteur d'handicap, mais en soi, il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui seront valides toute leur vie. Et c'est un petit peu hors sujet, mais en même temps, ça me fait penser à ça. C'est ce truc où c'est quelque chose que j'entends beaucoup, ce fameux quand on met en avant nos droits en tant que personne handicapée, il y a toujours cette phrase de tout le monde peut devenir handicapé. Et pour moi, c'est un peu une phrase qui se veut bienveillante, en mode ayez un peu d'empathie parce que vous pourriez finir comme nous, mais qui, je trouve, est politiquement pas très intéressante. Parce que déjà, beaucoup de gens ne seront jamais handicapés. C'est aussi la réalité des choses. Mais en plus, on a déjà une société qui crée de l'empathie pour certains types de handicap par rapport à ça. En France, par exemple, la prise en charge médicale est meilleure quand tu viens d'avoir un accident que si tu es né avec quelque chose. Et c'est le côté chronique et sur la longue durée qui va faire en fait baisser la qualité de tes soins et baisser aussi la manière dont on te considère. Un exemple un peu typique, ça va être l'annonce d'un cancer, par exemple, où là, d'un coup, tout de suite, tu vas avoir beaucoup de soins, beaucoup d'attention autour de toi, mais dès qu'on va être sur de la rémission, des cancers chroniques, ce genre de choses, tout de suite ça va être beaucoup plus tu vas être beaucoup plus mis de côté, ouais, c'est ça, et c'est vraiment ce côté chronique en fait qui est souvent pas pris en compte en fait. Moi, je l'aime bien quand même cette phrase, tu vois, les corps. Non, mais on peut pas être d'accord sur tout. Mais les corps valides sont éphémères. Je crois qu'il a été proposé par Riso Boring. Cette phrase, les corps valides et les psychés valides sont éphémères. Je pense que ça concerne vraiment beaucoup de personnes qui vont connaître le handicap dans leur vie à un moment donné. Et je me dis, c'est peut-être un point peut-être d'accroche pour vivre de l'empathie et pour se sentir en empathie en se sentant concerné individuellement, même si
il faut pas que le fait de se sentir concerné individuellement, faudrait pas que ça cache le fait que, encore une fois, c'est pas un problème individuel, c'est un problème structurel, sociétal, systémique. Moi justement c'est pour ça que je pense de l'autre côté à pas l'aimer, parce que on parlait un peu d'intersectionnalité, on va aller là-dedans. Moi j'ai pas tant envie que les gens se battent contre la transphobie parce que peut-être ils vont être trans dans leur vie, parce que oui peut-être factuellement il y a des gens ils vont se rendre compte qu'ils vont être trans, mais en fait c'est juste en tant qu'humain que tu es censé me respecter, que tu sois cis ou trans en fait je m'en fous quoi. Mais par contre oui effectivement on est un peu une fausse minorité en fait les handicapés, on est un peu surtout on parlait de personnes âgées, typiquement quand tu commences à être sur des personnes âgées le pourcentage de personnes handicapées commence quand même à être assez important, donc voilà. On estime sur l'OMS qu'une personne sur deux va vivre une situation de handicap à un moment dans sa vie, qu'il soit passagère ou non. Et le handicap, on le rappelle, est toujours la première cause de discrimination selon le défenseur des droits. Donc, en France, de nouveau, on n'a pas de statistiques en Suisse sur ce point, ça n'est pas la priorité, mais on a toutefois un chiffre, une statistique en France qui nous dit qu'effectivement, le handicap est si on devait hiérarchiser les minorités, le handicap est celle qui systémiquement vit le plus de handicap, justement. Peut-être, petite question aussi, quelque chose qui revient beaucoup de ce sujet du handicap, c'est l'infantilisation, la désexualisation. On en parlait tout à l'heure. Et deux tiers des femmes qui ne sont jamais allées chez le gynécologue, qui ont un suivi gynécologique, c'est assez symptomatique de quelque chose. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette infantilisation et cette désexualisation des femmes handicapées et des hommes d'ailleurs? Ouais. Alors, les deux fonctionnent, mais les deux fonctionnent un peu différemment. Oui. Mais effectivement, alors, comment on pourrait lutter contre ça ? Dans ma pratique professionnelle, j'accompagne beaucoup à la fois de personnes handies, d'aidants et d'aidantes, et aussi des professionnels. J'ai l'impression qu'un gros frein, là encore, à la prise en compte de la personne avec son vrai âge physique, c'est le fait de continuer à parler dans des termes qui n'ont plus cours, en fait, mais on continue à parler, par exemple, en termes d'âge mental. Dire, voilà, telle personne, elle a tel âge mental, elle a 5 ans d'âge mental, elle a 12 ans d'âge mental. Oui, mais ok, on est en train de parler d'une personne qui a 50 ans, arrêtons, en fait, à un moment donné. On peut pas être que sur cette donnée-là. Ça empêche de penser le fait que la personne va grandir, ça empêche de penser que la personne aussi est autonome et autodéterminée. En fait, de maintenir comme ça par le vocabulaire une personne dans cette infantilisation, ça empêche complètement de penser l'autodétermination, quoi. Il y a d'autres choses, j'ai l'impression, qui contribuent à ça. C'est vraiment à quel point... on n'accompagne pas suffisamment. Bon, c'est en train de bouger, bien sûr, hein, mais ça bouge lentement quand même. On n'accompagne pas suffisamment, j'ai l'impression, les familles aussi, les aidants, à se décrocher et à se dire que leur enfant ne va pas être un enfant toute sa vie, et qu'il va falloir... c'est important, en fait, ce processus d'adolescence et de prise de distance, c'est vraiment quelque chose, mais qu'il faut qu'on pourrait accompagner, parce que ça va peut-être moins se faire naturellement, parce qu'il y a tellement de liens du fait que les personnes aient un lien non seulement personnel, émotionnel, mais qu'il y a aussi du lien de soins, qui peut venir comme ça... maintenir cette situation et maintenir cette infantilisation dans le temps. Après, effectivement, sur ce qui se passe en termes de processus par rapport au genre, on va avoir vraiment beaucoup plus... Il n'y a pas longtemps, il y a un film qui vient de sortir, ou qui va bientôt sortir, je crois que je l'ai vu en avant-première, qui s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Oui, c'est un peu étonnant.
C'est un film dont je pourrais le critiquer longtemps. Il y a beaucoup de choses très compliquées pour moi dans ce film. Mais je trouve très intéressant justement la manière dont c'est géré et dont c'est parlé, ce côté comment je me vis dans mon genre en tant que personne handi. Et c'est assez rare, par exemple, quand il y a un handicap physique de naissance, que l'information du genre soit donnée. On va souvent faire une annonce de handicap aux parents, aux futurs parents, avant de faire une annonce de genre. Alors que très souvent, ce qui est attendu, c'est l'annonce de genre, qu'on peut questionner par ailleurs, ou de sexe plus que de genre d'ailleurs. Mais c'est comme si c'était une information qui prenait le pas, et c'est une information qui asexualise. Et en fait, on reste dans ce maintien d'asexualité pendant plus ou moins longtemps, en fonction de la culture, en fonction de pas mal de choses. Et c'est vrai que ce que je trouve aussi qui est intéressant dans ce film, c'est comment on va plutôt plus facilement peut-être voir un homme handi dans le maintien de dans le fait de créer qui ait une sexualité et de soutenir cette sexualité et puis peut-être aussi une parentalité et puis peut-être en tout cas de l'imaginer dans le temps, alors que par contre les femmes, on va plutôt là encore dans le sillage des biais sexistes, considérer en dehors de la sexualité plus facilement et plutôt la percevoir comme une victime potentielle. Et ça, je l'ai vu très très fort récemment sur les programmes, par exemple, d'éducation à la vie affective et sexuelle, où la notion de vulnérabilité inhérente, intrinsèque aux personnes handies est quelque chose qui apparaît textuellement dans des programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle, et comme si on ne pouvait pas être dans le champ d'une sexualité positive, agréable, enthousiasmante et chouette, quoi. En plus, moi, ça me fait penser à cette question aussi de l'autonomie, dès qu'on va être sur une perte une perte, ou une autonomie en tout cas qui n'est pas celle d'une personne valide, on va tout de suite être considéré comme incapable de désir, incapable d'interaction, etc. Et avec beaucoup de tabous aussi sur justement le manque d'autonomie. J'ai son nom sur le long de la bouche. C'est une personne qui est militante canadienne, qui est justement une personne très... Andrew Gurza. Exactement. Et c'est incroyable, je dis juste canadienne et c'est bon. Bref, et qui parle beaucoup justement du fait d'être à la fois une personne queer, une personne handi, très lourde, qui demande, très peu autonome, qui a besoin vraiment d'aide humaine au quotidien, etc. Alors, je pense que Andrew Gurza, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a toute son autonomie, mais qui est très dépendant. Alors. Si. En fait, c'est juste sur le distinguo entre autonomie et indépendance. C'est qu'on peut être 100% dépendant et avoir besoin de quelqu'un pour manger, pour se laver, pour les toilettes, pour tout. Et en même temps, être 100% autonome en tant que... pour moi, la définition de l'autonomie, c'est je fais mes choix pour ma vie. Moi, je l'aurais pris... c'est parce que pour moi, je le mettais dans l'autre sens. Mais du coup, oui, effectivement. Mais du coup, voilà. Donc, cette personne, typiquement, a besoin d'aide pour aller aux toilettes, pour tout, etc. Et il revendique, un droit, en fait, aussi d'être aidé à la sexualité, d'avoir une sexualité libérée, etc., etc. Et de s'affranchir de ces carcans très infantilisants. Et je pense que ne serait-ce que le discours effectivement doit changer. L'autre jour, j'étais dans un taxi aménagé et la chauffeuse me parlait, et elle me parlait d'un autre de ses clients, et à l'entendre, moi je pensais très sincèrement qu'elle parlait d'un enfant, du vocabulaire dont elle décrivait ce garçon. Et en fait, à un moment, du coup, je lui demande quel âge a la personne, et en fait c'était un garçon de mon âge. Et du coup, je me suis dit, il y a un peu un problème, parce que en fait, comme il était non oralisant, ça y est, c'était... J'étais en mode, mais c'est pas ok, ça reste un adulte, voilà. Et en plus, cette infantilisation, elle va avec d'autres problèmes qui sont, par exemple, on parlait d'accès à la gynécologie, mais il y a aussi l'accès à la transition aussi, qui est très, très compliqué quand on est une personne handi, parce que déjà, trouver des professionnels de santé qui veulent bien faire transitionner les gens, c'est déjà un peu compliqué. Alors en plus, si tu dois le convaincre que non, je te jure, il n'y a pas de contre-indication X ou Y avec ma santé que tu connais pas, et que si que ça, et
sans oublier que voilà, il y a même en France par exemple, il y a certaines pathologies pour lesquelles si tu es diagnostiqué et que c'est marqué dans ta fiche, tu n'auras juste pas de transition. Enfin, genre, parce que voilà, on considère que justement tu n'as pas d'autonomie du coup, selon toi. Mais typiquement, oui, deux vont être l'autisme et la schizophrénie. Alors l'autisme c'est toujours un peu particulier parce que les auteurs faire des classements sont aussi selon ça, mais voilà, enfin genre ça fait partie quand même d'un processus d'infantilisation complètement abusif et qui voilà va rejoindre voilà deux problématiques qui sont déjà voilà, la difficulté d'accès à une transition quand tu es valide, mais en plus la difficulté médicale quand tu es rendu. Merci beaucoup. Et puis, c'était très... Oui. Pardon, non, si je peux me permettre aussi sur cette question, Bien par rapport à il y a aussi, je rebondis aussi sur ce que tu disais sur l'intersectionnalité et les intersectionnalités, c'est qu'à la fois cette infantilisation, elle va aussi venir en résonance avec l'intersectionnalité, handicap et le fait d'être racisé. En fait, où là encore, on va aussi inférer, imaginer qu'une personne déjà qu'on va considérer comme enfant, qu'on va infantiliser, tout comme une personne racisée, il va y avoir des biais communs et du coup qui vont être doublés. Dans le cas d'une personne handi, ce qu'on appelle par exemple le syndrome méditerranéen qui n'existe pas, hein, mais qui fait que les personnes racisées dans le soin ne vont pas bénéficier de la même qualité de soins que les personnes perçues comme blanches. Et notamment au niveau de la perception de la douleur, on ne va pas imaginer qu'elles ont les mêmes seuils de douleur que les personnes blanches. Ce qui est la même chose aussi pour les personnes infantilisées et pour les enfants. Pendant longtemps, on disait aux médecins, ne vous inquiétez pas, un enfant n'a pas mal parce que son système nerveux n'est pas encore développé. Ce qui est une sombre connerie. C'est tout à fait faux. Mais pendant longtemps, les médecins ont appris ça. Oui, puis il applique toujours, hein, très honnêtement. Oui. Mais là, le syndrome méditerranéen, ce que je trouve intéressant avec ce truc-là, c'est que moi, mon père est maghrébin et ma mère est blanche. Et quand, pour dire à quel point c'est fort ce racisme médical, c'est-à-dire que quand j'étais enfant et que j'allais à l'hôpital, au médecin, j'étais plus écouté quand j'étais avec ma mère que quand j'étais avec mon père. C'est-à-dire que le pouvoir du racisme est à ce point-là fort que même si tes enfants, eux, sont pas racisés, ben en fait, ça va quand même prendre le dessus sur leur prise en charge. Voilà, on est à ce degré-là encore en France de problèmes d'accès aux soins. Et puis ouais, pour les enfants, côté prise en charge aussi de la douleur, c'est quand même assez scandaleux. Et là, pour le coup, c'est pas que en France. Hein. Oui, alors, je suis désolée, on parle beaucoup de la France, mais encore une fois, comme tu l'as dit, Malik, on a très peu de données en fait sur la Suisse. C'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est que c'est très difficile d'avoir accès à des chiffres et à de la donnée scientifique sur le handicap en Suisse. Si, il y en a une que j'ai étudiée justement, mais c'est sur la mort. C'est sur le suicide assisté, etc. Ça, pour le coup, on a beaucoup de statistiques en Suisse. Mais si on veut parler des personnes handivivantes, c'est tout de suite plus compliqué en Suisse. Avant de parler de mort, je voudrais vous proposer de parler d'art, peut-être, sans transition, mais Sarah, tu es artiste. Moi, je me demandais spontanément comment l'art peut aider quelque part à défoncer le validisme. Alors, j'aurais dit oui et non. Oui, parce que je pense que l'art a vraiment un pouvoir très fort, plein de choses sur les représentations, sur la manière dont on se perçoit et on perçoit les autres. Bon, là, je vais prendre l'exemple de ma propre pratique, mais je fais notamment des peintures monumentales de personnes handies et ce genre de choses. Tout de suite, ça va, quand les gens les voient, ça a tout de suite soit à la fois un moyen de se voir représenter, ce qui est quelque chose d'important, ou de voir des types de personnes que tu vois pas d'habitude dans des formats autres que juste quelque chose seulement de prise en pitié ou les fameux heures de téléthon complètement misérabilistes, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai pouvoir politique et important de l'art. Je pense qu'il n'est pas non plus infini ce pouvoir. Et il doit aller en coordination avec d'autres types de choses. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de rencontres, parce que justement je suis convaincu que l'art seul ne suffit pas. Mais en est
un vecteur. Je pense que justement ça peut permettre à une certaine sensibilisation aussi à des gens qui justement en fait se rendent pas forcément compte que toutes ces réalités-là existent, parce que si factuellement vous connaissez pas quelqu'un qui vit cette intersectionnalité, etc., ça peut vous paraître un peu étranger, etc. Et du coup, voir ces personnes-là peut déjà être un déclencheur de quelque chose. Mais pour moi, c'est un déclencheur, mais il faut pas que ça se limite à déclencher des réactions, il faut que ça aille plus loin. Et voilà. Et du coup, oui, je pense que l'art a quand même un intérêt pour... Oui, et puis ça joue vraiment, je pense, sur cette question des représentations. En fait, on a donc toujours pas de chiffres suisses par rapport aux représentations du handicap dans les médias suisses. On a les chiffres de l'ARCOM en France et on est, je crois, à 0,1%. 1%. Ok. On est passé de 0,7% donc à 1% de représentation dans Belgique, on est à 0,47. Ok. Alors que, encore une fois, on est en train de parler d'à peu près 20% de la population. Et dans ces 1% de représentation, ça compte le Téléthon, donc avec une représentation misérabiliste, et ça compte les Paralympiques avec l'extrême inverse qui s'appelle le inspiration porn, donc la pornographie inspirationnelle, le fait de dire ouais, c'est vraiment génial, t'arrives à surmonter ton handicap. Regarde, lui il a réussi à nager, pas traverser la Manche alors qu'il a ni bras ni jambes, et moi j'ose me plaindre de ma vie. Voilà, c'est ça, inspiration porn. Donc voilà, inspiration porn, ça veut dire qu'on va réifier, chosifier les personnes pour s'en servir un petit peu, donc pour se faire du bien quelque part. Derrière l'inspiration porn, il y a le fait de soit pour se motiver, soit si lui il y arrive, j'ai pas de raison de me plaindre. Et comme tu dis, ça va avec une chosification des gens, c'est-à-dire que derrière, après, nous ce qu'on reçoit, c'est des à ta place, je pourrais tellement pas. Je me suiciderais. Ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment. Enfin, j'entends des gens rigoler, mais c'est hyper commun comme remarque. Oui. C'est vraiment super commun. Moi, je l'entends. Moi, c'est tous les 2 jours. Ouais, super souvent. À ta place, je pourrais pas. Et en fait, ça, pour le coup, je trouve que c'est un truc, quel que soit notre handicap, ça revient quand même. Oui, ça revient beaucoup. Ou alors, juste, je suis au supermarché, je suis en train d'acheter des pâtes et quelqu'un que je ne connais pas vient me dire qu'est-ce que vous êtes courageuse. Pardon, c'est pas la bonne marque de pâtes. Je ne sais pas. Mais est-ce que vraiment il y a, je sais pas, un drame sanitaire avec cette marque? Mais il y a vraiment ce truc où des fois ça me demande un petit temps de comprendre de quoi cette personne est en train de me parler. Ah ouais, ok, tu me parles de ce que tu as perçu de moi. Mon handicap, ok. Et encore, c'est un handicap visible. Mais pourquoi c'est pas très gentil en fait. Alors que je suis persuadée que la personne fait ça de manière très sympathique et avec un élan généreux, mais c'est ce qu'on appelle nous dans le milieu un complimerde en fait. Voilà, non, ça se veut être un compliment, ça ne l'est pas du tout. Mais ouais. Non mais et le Téléthon, du coup, pour le coup, c'est l'extrême inverse. Et ce qu'il faut aussi se rendre compte avec le Téléthon, c'est à quel point aussi c'est scénarisé. Il y avait notamment une militante anglaise, Elisa. Bon, pareil, les noms c'est terrible aujourd'hui, mais du coup, c'est une militante anglaise qui a été une enfant du Téléthon, parce qu'ils prennent des enfants très volontairement. C'est pas un hasard qu'il y ait très peu d'adultes handicapés au Téléthon. C'est choisi que ce soit des enfants, parce que c'est beaucoup plus simple de faire pleurer des enfants, c'est beaucoup plus simple de manipuler des enfants. Et du coup, elle expliquait les coulisses en fait, où il te disait juste avant d'envoyer les enfants sur scène, il leur disait des trucs atroces pour qu'ils aient envie de pleurer et qu'ils aient l'air, voilà. Et il y a vraiment une mise en scène comme ça de la pitié, etc. Et qui va avec une infantilisation, oui, évidemment, mais avec une déshumanisation de ces personnes. Les enfants handicapés, on parlait tout à l'heure de la question de la douleur et tout, les enfants handicapés sont vraiment hyper maltraités. Moi, c'est quelque chose qui m'a choqué en devenant adulte, c'est le moment où je suis parti de la pédiatrie pour aller à l'hôpital pour adultes. J'étais en mode, en fait, c'est comme ça qu'on est censé être traité, et je me rendais pas compte à quel point déjà on était maltraité en tant qu'adulte. Donc ça faut dire le degré de truc de l'hôpital pour enfants, et en étant en parallèle la population la plus prise en pitié, en mode, oh, ces pauvres petits enfants malades.
mais en même temps, on n'en a rien à foutre ni de ton consentement, ni de ci, ni de ça. On peut faire des expérimentations médicales sur toi. Enfin, genre, ça, c'est une réalité aussi. Hein, genre, nombre de gamins sourds qui ont eu des expérimentations chirurgicales sur eux pour tester des éventualités de trucs, pour guérir la surdité ou genre de trucs. Enfin, genre, c'est hyper commun, malheureusement. Enfin, c'est tellement commun que ça arrive à mon frère. Enfin, pour dire, genre, c'est pas quelque chose non plus. Voilà. Mais du coup, au milieu de toutes ces représentations très extrêmes, je pense que pour répondre à ta question, l'art a tout à faire là-dedans pour imposer ou proposer d'autres narrations, et aussi le fait qu'il y ait des artistes handi. Je pense que c'est très important de reprendre la main sur la narration en fait autour du handicap, et de pas laisser la narration que à des personnes valides, et de pouvoir aussi raconter nous-mêmes nos histoires. Et notamment, donc évidemment, il y a ton travail, il y a le travail de Sarah Eustaff au Canada, il y a le travail en France de Lucie Camous et de No Anger, par exemple, pour ne citer que ces personnes-là, hein, mais il y en a des dizaines d'autres. Mais il y a vraiment ce gros enjeu, je trouve, politique de reprendre la main sur nos narrations. Oui, et puis c'est une question de justesse. Enfin, parce que pour beaucoup, quand on va parler, par exemple, de films et de handicap, il y a Intouchable, par exemple, qui va vite sortir. Et Intouchable, genre, t'as pas besoin que tu me dises que c'est écrit par un valide. Enfin, genre, c'est et je pense que c'est aussi, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, un aspect hyper important des représentations handis, c'est qu'elles soient faites par des handis, ou au moins consultées par des handis. Parce que s'il n'y a pas eu un handi à un moment donné dans le processus de création, ça va se voir, parce que ça va juste être n'importe quoi. Voilà, et Intouchable, entre les l'eau bouillante sur les jambes, les oreilles, les pas de bras, pas de chocolat, enfin, il n'y a rien qui va. On précise peut-être que les personnes handicapées peuvent être tout aussi validistes. Alors, tout à fait. Oui, aussi, ça c'est comme malheureusement dans tout autre groupe. Comme les personnes sexisées peuvent être sexistes. C'est ça. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de personnes handi qui ne se pensent même pas handi, et ça vient aussi pas mal de validisme intériorisé. C'est quand on parle des 20% de la population qui sont handi, il n'y a pas 20% de la population qui se dit handi. C'est parce que voilà, il y a une grosse part de population, des gens, je sais pas, qui vont avoir X troubles psy, X. Je pense à j'ai quelqu'un en tête en particulier qui a une maladie chronique au niveau du dos, qui doit prendre un traitement lourd pour ça, mais qui pour lui il est pas du tout handicapé, tu vois. Et mais tout ça c'est du validisme intériorisé, et je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel effectivement l'art, je pense, peut avoir un impact, de rappeler que déjà être handicapé c'est pas un gros mot. Enfin, genre c'est pour ça que je suis très vite saoulé avec toutes les périphrases qu'on peut mettre autour du handicap, parce que handicapé c'est pas un gros mot, quoi. Et c'est juste une description, un adjectif, quoi, comme l'est plein d'autres choses. Et je pense que l'art peut avoir ce pouvoir-là de rappeler que non, en fait c'est juste une caractéristique que beaucoup de gens, mine de rien, partagent, et que en fait faut pas avoir peur du mot, quoi. Genre faut pas avoir peur. Et ni se sentir pas et de l'autre côté, ni pas se sentir assez légitime, parce que c'est aussi quelque chose que j'en vois beaucoup dans ma pratique à la fois artistique, militante et de recherche, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en fait se sentent pas légitimes à se dire handicapés. Mais parce que pour eux ils le sont pas assez. Et ça c'est pareil, c'est le validisme qui crée ça, parce que le validisme fait des hiérarchies corporelles, et du coup veut que les gens ne se plaignent pas aussi. Et du coup il va dire à toute une tranche de la population handicapée que en fait ça va, tu te plains un peu pour rien, quoi. J'ai eu un exemple récemment avec une amie sourde qui me disait qu'elle se sentait pas assez légitime parce qu'il y avait des gens comme moi, par exemple, qui étaient malades. Et je suis en mode, mais genre on est mal barré si déjà tu commences à comparer des handicaps qui sont pas du tout les mêmes. Mais en plus ça sert à rien. Je t'en même genre que ta surdité soit profonde ou légère, à un moment t'es quand même handicapé. Après c'est pas les mêmes difficultés au quotidien, évidemment, mais voilà, faut pas avoir peur des mots non plus. Pendant qu'on met de l'attention là-dessus, on oublie de mettre de l'attention sur en fait le vrai problème, qui est le problème structurel, et encore une fois pas la question individuelle ou interindividuelle, mais c'est vraiment comment structurellement on nous empêche, on est empêché d'être, de naviguer, de faire communauté avec tout le monde, quoi. Oui, d'autant plus que la communauté handicapée étant une communauté justement avec des problèmes de santé de manière chronique, on va dire ça quand même. Et on a aussi besoin des gens qui sont potentiellement, entre très gros guillemets, moins handicapés que nous, pour nous aider aussi. Justement, il y avait une action qui avait été menée par rapport à une famille dont un des enfants était autiste.
non oralisants, je vais y arriver. Et en fait, parce qu'en fait, la famille maltraitait très ouvertement. C'était une famille sur Instagram. La sœur, elle s'appelait Charlotte, le garçon, je ne sais plus. Et en bref, Enzo, oui, c'est ça, exactement. Et ils connaissent trop mes références, c'est trop bien. C'est hyper pratique, j'oublie les noms, eux ils les savent. Ils existent toujours. Du coup, voilà, Charlotte, en fait, elle maltraite Enzo, et en fait, et dès qu'on lui dit que, en fait, ce que tu fais, c'est de la maltraitance, ça se voit qu'il est en détresse, etc. Elle va dire des trucs en mode, oui, mais on aurait pu l'institutionnaliser, il a de la chance d'être chez nous, etc. Dire, si c'est pour être traité comme ça, déjà ça se discute, mais en plus, Enzo maintenant doit être adulte en plus, si je dis pas de conneries. Il a 22 ans. Donc, mais c'est une chaîne Insta et YouTube qui dure depuis vraiment très longtemps. Et dès qu'il y a eu plusieurs vagues comme ça de militants autistes qui se sont venus signaler en mode ça c'est des signes de mal-être. Enfin, voilà, pour dire qu'en fait, il n'y a pas que l'oral justement qui donne une information sur comment la personne se sent. À chaque fois, ça va être utilisé en mode oui, mais vous êtes oralisant, donc vous pouvez pas comprendre, vous pouvez machin. Et en mode, non, au contraire, que les autistes oralisants servent à expliquer aux gens autour d'eux que les autistes non oralisants, là, ils sont dans la détresse, là, ils sont. Et du coup, voilà, et c'est un moyen de balayer en fait la lutte contre le validisme, de dire non mais toi t'es pas assez handicapé, donc en fait je connais mieux que toi, moi qui est pas du tout handicapé. C'est toujours des broutilles comme ça pour empêcher de lutter, quoi. Après on discute avec le public aussi, il peut être des réflexions, des témoignages, des questions. N'hésitez pas à y réfléchir. Toutefois, j'aimerais citer la militante française Charlotte Puiseux, qui a écrit un livre excellent d'ailleurs, qui s'appelle De chair et de fer, aux éditions La Découverte, et qui nous dit: moi, handicapé, je ne me suis jamais autant senti exclu que dans les associations féministes. Alors voilà, ce que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est comment on peut construire des solidarités efficaces entre les mouvements validistes, anti-validistes plutôt, et de la déconstruction du patriarcat. J'ai envie de dire que c'est très compliqué ça, parce que alors toi je pense que tu vas parler après des valideuses, parce que pour le coup vous êtes à l'intersection des deux, mais moi pour le coup j'ai été dans beaucoup de syndicats, d'associations, etc., où j'ai toujours fini par partir justement à cause du validisme. Et une des dernières expériences a été une expérience dans un très gros syndicat français, qui est le syndicat Solidaire, où en fait un syndicat qui sur le papier est très tout ce que tu veux, trans-friendly, antiraciste, etc. J'avais été jusqu'au bureau fédéral de ce syndicat, et en fait c'était d'un validisme complètement hallucinant. Enfin, genre l'intersectionnalité elle était juste sur le papier mais pas du tout dans les faits, et pourtant c'était des bureaux qui étaient majoritairement féminins, majoritairement issus de minorités de genre. Genre il y avait je suis même pas sûr qu'au bureau fédéral il y avait un seul mec. Je suis même pas sûr qu'il y en ait un. Et pourtant c'était en plein d'extrêmement d'oppression, etc. Et avec de l'autre côté une impossibilité aussi d'en parler. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc de, si tu disais mais ça c'est validiste, etc., dire oui mais non mais moi je suis une femme, je peux pas être validiste et tout. Bien sûr que si. Déjà qu'une femme peut être sexiste, alors pourquoi elle serait pas être validiste? Et du coup c'est très compliqué. Et j'avoue que je suis curieux de comment vous avez fait des valideuses, parce que vous avez créé directement un collectif de base qui était tout le monde. Oui, du coup, Charlotte fait partie des personnes qui ont créé ce collectif à partir de ce constat-là. Du constat aussi que dans des milieux militants, politiques ou féministes ou autres, il y avait toujours cet angle mort du validisme qui n'était pas pris en compte. Et c'est très difficile de faire entendre nos voix quand les réunions sont dans des lieux inaccessibles, quand on ne prend pas en compte ce qu'on appelle le creep time, par exemple. Les besoins de temporalité un petit peu différentes. Une personne avec certains handicaps, souvent il y a des personnes qui ne peuvent pas être dispo avant 11h le matin, parce qu'il y a plein de soins, parce qu'il y a plein de choses à faire. Cette prise en compte,
elle nécessite que les personnes mettent de l'attention. Il y a beaucoup cette question de l'attention, en fait. C'est est-ce qu'on arrive à mettre de l'attention sur qui n'est pas là ? Alors que, c'est facile de mettre de l'attention sur qui est dans la même pièce. Mais mettre de l'attention sur qui n'est pas là, c'est justement ce qui permet de faire bouger les choses. Dans les années 70, pendant une réunion féministe, il y avait eu à New York, je crois, Audre Lorde qui avait eu cette prise de parole en disant mais où sont les femmes noires ? Ok, vous faites des réunions féministes et c'est que des femmes blanches. Sympa, super, mais non, en fait, il manque pas mal de gens. Et ce qui vous permet aussi d'être là ce soir, c'est le fait qu'il y ait des femmes racisées qui gardent vos enfants. Et du coup, en fait, il y a aussi cette même réflexion à avoir sur, ok, mais qui n'est pas là ? Et qu'est-ce qui structurellement fait que les femmes handies sont pas ici ? Et donc, comment on fait ? On fait en gueulant et en défonçant et en arrêtant d'être gentil. Et c'est ça que je trouve super et nécessaire dans ce titre de ce soir, c'est que, en fait, la stratégie d'être gentil, et en plus, c'est ce qu'on attend non seulement des femmes et non seulement des personnes handies, d'être doux et patient. D'ailleurs, on est des patients. Ça veut tout dire. Mais en fait, on a été patient et c'est fini. Et on arrête. Et maintenant, on va défoncer, on va faire l'espace qui nous est dû, en fait, juste parce qu'on existe et qu'on n'a pas à s'excuser d'exister. Voilà. Mais le côté gentil, justement, patient et tout, ça, c'est aussi quelque chose de hyper caractéristique de notre situation, où dès que... Moi, je sais que ça m'arrive très très souvent qu'on me dise que je suis très agressif juste parce que je veux pas qu'on me traite comme de la merde. C'est-à-dire que là, typiquement, on en parlait juste avant que j'arrive, mais moi j'ai eu des problèmes pour venir parce que la CFF et l'accessibilité, c'est pas exactement ça. Voilà, pour dire que j'ai des problèmes systématiquement avec eux. Et à chaque fois, là, en descendant du train, justement, il y avait la chef de bord qui est venue me voir en mode ah oui, un peu pour essayer de trouver des excuses à la CFF, et moi j'étais en mode non, c'est pas normal. Enfin, j'étais très clair en mode non, c'est pas normal ce qui s'est passé. Quand on fait une demande d'accessibilité, elle est censée être mise, point. Enfin, genre, et puis elle bégayait en mode à pas savoir quoi faire, elle était en mode oh, mais quand même, machin. Et, tout. Et en fait, il y a vraiment ce truc on n'attend tellement pas de la part des personnes handies qu'elles l'ouvrent en fait et qu'elles se défendent, que du coup, on est très très vite considéré comme agressif, comme voire même méchant ou ce genre de choses. D'ailleurs, c'est tout. Les handicapés les méchants. handicapés méchants. Et le mouvement, il y a même un mouvement comme ça qui s'appelle les handicapés méchants. C'était une revue dans les années 70, une revue francophone. Ouais. C'est assez binaire, en fait. Ouais. Soit la personne handicapée angélique, soit il devient un vieux on. Bah, c'est ça. En fait, t'es gentil tant que tu te la fermes. En fait, c'était un bouquin, même en 1981, il y a un sociologue qui s'appelle Alain Giamy qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Ange et la Bête. Alors, c'était en particulier sur les questions de santé sexuelle, mais il y a vraiment ce truc de représentation tout à fait binaire et extrême, en fait. Mais je pense que on parlait tout à l'heure de l'infantilisation, je pense que ça participe aussi à l'infantilisation. Parce que quand tu es tout le temps la petite chose gentille, en fait, tu es plus vulnérable, mais en fait, tu es plus proche d'un enfant que d'un adulte, alors que quand tu arrives et que tu es très clair et que tu vas rentrer dedans, en fait, tout simplement, tout de suite, en fait, tu te remets dans une position d'adulte qui n'est pas la position de base que tu as en tant qu'adulte handicapé dans la société. Et je pense que ça participe beaucoup à ça. Et après, voilà, il y a aussi la capacité de pouvoir gueuler aussi qui est compliquée. C'est là aussi où on doit faire du travail d'équipe et pas du travail seulement individuel, parce que pour reprendre l'histoire d'Enzo ou même l'histoire de plein d'autres personnes handiques, en fait, n'ont pas la capacité physique de pouvoir gueuler, et qui du coup chaque monstration d'un avis contraire, en fait, est juste balayé sous le tapis. Pareil, je vais prendre un autre petit exemple. Ma grand-mère, à la fin de sa vie, elle pouvait plus trop parler. Mais je veux dire, on peut toujours comprendre les gens même s'ils parlent pas, mais je veux dire, c'est quand même pas non plus hyper compliqué de la comprendre. Et une fois, une aide-soignante l'a blessée, mais genre vraiment bien blessée. Genre elle avait un bout de peau comme ça qui avait été arraché par l'aide-soignante, et l'aide-soignante était en fait essayé de la faire passer pour une femme agressive parce qu'elle avait osé la dénoncer, quoi. Et que c'était forcément la faute de ma grand-mère, de plus de 80 piges, qui est hyper dépendante, etc. Oh mon Dieu, c'est elle la méchante, et pas du tout l'aide-soignante qui l'avait attrapée comme je sais pas quoi et qui avait réussi à lui arracher un bout de chair complètement délirant, quoi. Et ce côté de hiérarchie aussi, et de redevabilité. Mhm. Oui. La personne handicapée devrait déjà être montante
qu'on s'occupe d'elle. Tout à fait. Complètement. Contente qu'on s'occupe d'elle, contente qu'on pense à elle. Et dans ce milieu militant, notamment féministe par exemple, il y a vraiment ce truc de ok, on politise les choses, mais allons-y à fond. Et si on est là, on n'est pas là que pour être des tokens en fait, que pour montrer qu'on a coché toutes les cases où il y a bien une personne racisée, il y a bien une personne handi, il y a bien... Non, si on est là pour l'ouvrir aussi. Mais donc, il faut qu'on soit reçu dignement. Enfin, en fait, ce qu'on demande, c'est pas énorme. On demande la dignité de base, quoi. Ce qui est souvent perçu en plus comme un effet de privilège, ce qui est assez étonnamment, parce que moi je sais que je me suis fait quand même agresser dans un bus par un gars. Alors, le gars n'avait en plus aucun rapport avec l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait une dame qui était avec une poussette. La poussette, c'est un peu le cauchemar des personnes en fauteuil dans les transports en commun, faut le savoir. Et du coup, cette dame en poussette était évidemment sur la place pour le fauteuil, donc je lui demande de la bouger, ce qu'elle fait. Et cet homme venu de nulle part se met à me hurler dessus et me menacer de me frapper et tout, parce que je suis qu'un petit salopard privilégié qui ose emmerder une mère et son enfant. Et j'étais en mode, mais c'est hallucinant de dire ça. Et je donne beaucoup de petites anecdotes comme ça depuis tout à l'heure, mais c'est parce qu'elles sont assez caractéristiques du vécu de personnes handicapées, c'est pas juste... Et du coup, là, dès qu'on va en fait juste demander un minimum de dignité, d'ailleurs, c'est ce que je dis. Je fais en fait, il y a combien de places pour les personnes valides dans ce bus? Je te demande, il y en a une pour les personnes en fauteuil. Tout le reste du bus est pour les personnes valides. Je te demande un moment, enfin valides, en tout cas pas en fauteuil. Et du coup, je te demande à un moment donné, sa poussette, elle peut la plier. Moi, je peux pas plier mon fauteuil et me foutre en mode dans un coin. Oui. Enfin, genre, c'est la dignité humaine, quoi. Et en plus, le problème, c'est de mettre en avant, enfin, de créer du conflit entre deux individus, alors que le problème, c'est les TPG qui n'ont pas organisé que tout le monde puisse être accueilli correctement. Ouais. Mais on va organiser le conflit entre deux individus, quoi. Et ça, c'est assez terrible. C'est vraiment ça. Tout ça, si on reste là-dessus, ça empêche de revenir à vraiment en position méta et on se dire ok, structurellement, comment on fait bouger les choses. Et ça veut dire pouvoir être solidaire. Et c'est là que justement on a besoin de cette solidarité, et notamment avec d'autres assos, avec d'autres collectifs, avec des personnes valides, pour qu'on puisse faire front. Si vous en avez l'opportunité, moi je vous invite vraiment à jeter un œil au documentaire qui s'appelle Crip Camp, qui est vraiment exceptionnel et qui documente les luttes pour les droits humains des personnes handi aux États-Unis dans les années 70. Sur Netflix, hein. Sur Netflix, ouais. Et qui s'est passé à peu près en même temps que les luttes pour les droits humains des personnes racisées. Et vraiment qui documente aussi comment cette solidarité entre les différentes minorités ou différentes communautés discriminées et en bas de différentes hiérarchies pouvait ne pas rentrer dans le jeu de se taper les unes sur les autres, mais plutôt vraiment d'être solidaires ensemble et d'aller vers cette convergence. Alors que moi, j'aime pas trop appeler convergence des luttes, mais plutôt convergence des résistances, parce que nous, à la base, on n'est pas hyper belliqueuse. C'est plus, on vit dans un système qui nous prend pas très bien en compte, et donc j'ai plus l'impression qu'on est en résistance par rapport à ça qu'en lutte. Mais oui, alors déjà Crip Camp, effectivement, c'est une masterclass, faut absolument le voir. Il est très très bien. Mais en plus, cette question aussi de travail avec les associations, c'est qu'on va aussi parfois en fait se heurter à des égos valides qui n'ont pas du tout envie d'être mis en question. C'est quand même une réalité malheureusement très commune. Et là, je suis dans un brain frog. Et... Tu veux que je prenne la main? Vas-y, parce que là, j'ai perdu ce que je voulais dire. Okay. Ça marche. Non, juste, je rebondis, ça me fait penser. L'une des stratégies, par exemple, pour répondre à ta question, qu'on met en place avec les dévalideuses, c'est qu'on va proposer des moments d'échange et de formation en fait conjointe, où on va former d'autres collectifs au validisme, et en échange elles vont nous former sur des questions de racisme par exemple, ou sur des questions de LGBT-phobie.
Et en fait, en faisant lien comme ça ensemble, on chemine ensemble et puis ça nous permet de mieux se connaître et de mettre des forces en commun, quoi. C'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce documentaire, il est très bien parce qu'il nous montre aussi quelque chose sur l'importance de se voir en tant que personne handi. Je disais tout à l'heure de toutes les personnes qui ne voulaient pas se reconnaître en tant qu'handi à cause de validisme intériorisé. Mais justement, en fait, ce mouvement qui est né dans les années 70, en fait, est né d'un camp de vacances, en fait, de personnes handicapées. Et il y a vraiment ce truc c'est à partir du moment où il y a eu ce partage de connaissances, ce partage de vécu de ces personnes-là. En plus, là, on était sur des personnes, justement, très dépendantes, etc., qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout seuls dans leur vie, qui n'étaient pas du tout... et en fait, qu'on fait des liens avec plein d'autres personnes handicapées qui ont plein d'autres types de handicap pour lutter ensemble et de manière très, très efficace. Hein, genre, pour donner un petit... un petit exemple un petit teaser du film, parce que vraiment le documentaire est fou, mais à un moment ils sont dans un bâtiment qu'ils squattent, un bâtiment fédéral, et en fait, comme on leur coupe les lignes téléphoniques, en fait, ce qu'ils ont trouvé comme moyen, c'est de parler en ASL, donc la langue des signes américaine, pour pouvoir en fait donner des infos d'un bout à l'autre du quartier, pour détourner le côté qu'on leur avait coupé le téléphone, quoi. Et en fait toutes leurs actions politiques en fait vont jouer sur ça, sur une espèce de complémentarité que peuvent avoir certains handicaps les uns avec les autres, pour en fait créer une forme de résistance aussi qui est plus adaptée. Et je pense que c'est quelque chose, si on veut vraiment que les autres groupes militants en fait puissent être accessibles aux personnes handies, il faut aussi être dans cette logique là, en fait comment on peut faire des combinaisons qui marchent. Et je pense que voilà, ils en donnent quelques exemples dans le documentaire, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses à créer en termes de configuration. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre comme ça, de pas être juste dans un truc de... c'est très bien de se former, mais il faut aussi être dans un truc de qu'est-ce qu'on fait factuellement pour que si et ça marche, quoi. Nadia, Sarah, il nous reste environ 10 minutes, quart d'heure. Je vous propose qu'on donne la parole aussi aux personnes qui sont venues aujourd'hui. On n'a malheureusement pas de micro à main. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vous propose de formuler votre question. Et ensuite, Chloé, qui est avec nous aujourd'hui, va reformuler votre question afin qu'on puisse l'entendre. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un et une parmi vous souhaite interagir avec nos deux protagonistes. Tout était très clair, peut-être. Hein. Si il y a eu de Francine. Oui. Bonsoir. Oui, pas de souci. Privilégié. Bon, alors j'ai noté quelques questions durant votre conférence qui étaient très intéressantes d'ailleurs, merci beaucoup. Et maintenant, il suffit de relire mes notes pour me rappeler un peu toutes les réflexions qui me sont venues. Tout à l'heure, vous parliez du rôle de l'art dans les luttes ou résistances contre le validisme et le patriarcat notamment. Et moi, j'ai une question comme ça. À l'ère de la post-vérité, où les faits sont dévalorisés, où les réalités alternatives se valeraient toutes, où la science n'est plus écoutée, comment est-ce qu'on peut avoir un impact avec l'art lorsque les sciences elles-mêmes sont reniées et décriées et voilà. Alors moi je pense qu'au contraire, justement parce qu'on est dans une société où la science est malheureusement très peu écoutée, je pense que l'art peut avoir plus d'impact, justement. Parce que ça fait intervenir des choses qui ne sont pas juste purement du rationnel, contrairement à ce que peut avoir des rapports scientifiques ou ce genre de choses. Enfin, là, par exemple, moi, depuis le début, je raconte des anecdotes personnelles parce que je sais très bien, à force d'avoir écrit des mémoires et des papiers scientifiques, etc., que ce qui marche le mieux, c'est que tu racontes ta vie, parce que c'est quelque chose de concret et qu'en fait, ça fait intervenir quelque chose de plus profond que juste ça, c'est le fait, ça, c'est le machin, etc. Donc, je pense que l'art peut avoir un
un vrai impact sur ça. Après, le problème, et ça c'est le problème actuel, c'est la disproportion d'un côté et de l'autre. Là, on est dans un côté, on va justement avoir beaucoup de fake news, avec beaucoup de trucs faits avec des IA, etc., qui ont une capacité du coup de production hyper grande, et de l'autre côté, justement des groupes minorisés qui ont une capacité de production d'art et une production tout court quand même qui est beaucoup plus limitée. C'est clair qu'on part avec un désavantage. Mais je pense qu'on a quand même plus de capacité à se faire écouter que les papiers scientifiques, en tout cas, le sont à l'heure actuelle. Peut-être une prochaine question. Oui. Il y a maintenant des mouvements qui viennent s'ériger contre le féminisme, contre le validisme. Il y a les incels, il y a tout le mouvement aux États-Unis qui abolit toute la structure de la diversité. Comment est-ce qu'on peut trouver un dialogue ou un impact sur ces franges de population? Sarah. C'est une sacrée bonne question. Je pense qu'il y a, comme tu le disais, en fait, je rebondis sur ces questions d'art et de science. En fait, là, il est plus que temps d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition simplement pour exister et pour revendiquer le fait d'exister. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en termes de disparition et d'effacement, notamment aux États-Unis, qui est gravissime, et ça commence on sait bien, ça commence par les mots, ça finit par les personnes. Et très rapidement, les premiers mots qui ont été effacés, c'est trans, handicap. Et puis femme probablement après. Femme l'a été. Femme l'a été aussi, et dans la liste des 120 mots interdits dans la science aujourd'hui aux États-Unis, quoi, pour avoir des subventions nationales, fédérales. Donc c'est assez terrible. Mais donc voilà, utilisons, je crois, tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour exister. Et puis cette question de l'existence, elle se passe aussi. Il y a des choses beaucoup plus diffuses et beaucoup plus sourdes sur tous les enfants dits qui ne naissent plus, avec les interruptions médicales de grossesse, par exemple. Il y a plein de processus qui font que on occupe de moins en moins l'espace. Il y a cette question du suicide assisté, par exemple. On voit que la manière dont ça a été mis en place au Canada, par exemple, ou au Royaume-Uni, ça invisibilise les gens parce que du coup ça les fait mourir. Mais on voit que les exceptions qui sont prévues au départ s'élargissent. Il s'est passé le même processus avec les interruptions médicales de grossesse. Au début, c'était pour des cas très rares, entre guillemets. Et puis, au fur et à mesure, ça s'élargit. Et aujourd'hui, il y a même des enfants qui sont en bonne santé, mais avec un corps atypique, qui ne naissent plus. Alors, pour l'info, c'est ce qu'on appelle généralement les avortements thérapeutiques. Ouais. Parce que, pareil, je vais avoir les chiffres français pour changer, mais en gros, en France, l'avortement classique, c'est 14 semaines, ce qui est quand même pas beaucoup. Mais les avortements dits thérapeutiques, eux, c'est jusqu'au terme. Donc, c'est vraiment, pour le coup, très très loin. Et du coup, par thérapeutique, on entend à la fois la santé de la personne. Généralement, c'est auquel on pense d'ailleurs. Quand on dit thérapeutique, on dit c'est la santé de la personne qui est enceinte qui prime, ce qui est ce qui se défend, on va pas se mentir. Mais en fait, c'est pas du tout que ça inclut. Ça inclut aussi beaucoup le fait d'avoir un fœtus, enfin embryon puis fœtus handicapé. Et par exemple, pour les détections de trisomie 21, qui n'est même pas un test viable à 100%. Il y a beaucoup de personnes qui sont positives au test de trisomie 21 qui ne sont pas trisomiques au final. C'est 96% d'avortements thérapeutiques. C'est énorme. Et on développe de plus en plus. Moi, par exemple, ce que j'ai, il y a plus de recherches pour faire des tests prénataux que pour aider la vie des personnes déjà vivantes. Et il y a des tests de plus en plus qui sont en train d'être développés pour ça, avec une logique vraiment très eugéniste. Ouais. Et c'est la même chose pour le suicide assisté. Aujourd'hui, il y a plus de choses pour faire de la prévention du suicide auprès des valides et d'accompagnement au suicide assisté
voilà, où on peut être un peu poussé des fois vers certaines directions de manière très différente en fonction de comment on présente, quoi. Mais pour revenir sur la question, justement, moi je pense que par rapport aux incels ou ce genre de personnes, je pense que le noyau dur de ces personnes-là, c'est compliqué de parler avec eux. La question, c'est plus de toute cette espèce d'aura de personnes. Moi, je sais que... oui, je le sais, mais parce que je l'ai lu, par exemple, il y a eu une grosse influence Andrew Tate dans les écoles. On est ma génération, en tout cas, on est la génération où l'écart entre les hommes et les femmes en termes d'idéologie politique est le plus grand jamais enregistré. Genre, les femmes sont beaucoup plus féministes qu'elles n'ont jamais été, et les hommes sont beaucoup plus à droite qu'ils n'ont jamais été. Il y a vraiment un écart comme ça qui est gigantesque dans ma génération, la génération Z. Et voilà, et Andrew Tate, il y a un effet Andrew Tate dans les écoles où il y a beaucoup de petits garçons, d'adolescents, parce que bon, la Gen Z, ça s'arrête en 2010, donc c'est vraiment des gens encore assez jeunes. Voilà, moi, je suis un vieux de la Gen Z, voilà, pour dire. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui... c'est sur ça, je pense qu'on peut vraiment intervenir, plus que vraiment... justement, les gars comme Andrew Tate lui-même, c'est impossible de leur faire changer d'avis. Mais on peut jouer, justement, sur ce halo de gens qui vont être proches d'eux en prenant de la place, déjà. Parce que, en fait, c'est des gens qui vantent un obscurantisme en vendant, voilà, des chimères. Je veux dire, moi, par exemple, je fais... ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des lectures en drague pour des enfants, par exemple, parce que dans ma pratique, je fais du drague. Quand tu entends un gars d'extrême droite parler des lectures drag queen pour les enfants, t'as l'impression que c'est un strip club dans lequel on envoie des enfants, enfin, genre, alors qu'on est à 1000 lieues de ça, genre vraiment, on est juste là avec un bouquin et les gamins ils écoutent, enfin, genre, c'est vraiment très bon enfant, etc. Et je pense que, en fait, prendre cet espace-là et continuer d'exister en étant visible, en ne se cachant pas, etc., déjà, ça peut jouer. Et évidemment, effectivement, prendre toutes les possibilités qu'on a de prendre de la place. Et je pense que voilà, c'est se mettre en danger, prendre de la place, factuellement. C'est être visible, c'est toujours un risque. Mais je pense que c'est un risque qui en vaut, entre guillemets, la chandelle, parce qu'en fait, pour chaque personne visible, il y aura autant de personnes qui te verront, qui se sentiront, à qui ça parlera. Oui, et c'est prendre une place qui est légitime. C'est pas aller prendre une place illégitime, mais c'est vraiment prendre une place légitime. Et pour répondre à ta question, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît. Il y a vraiment ce truc, je crois, mais qui est à long terme, qui est à longue portée. Tout commence à l'école, en fait. Comment on sociabilise ensemble, comment on est ensemble tout petit. Le fait de ségréguer, où on utilise avec les dévalideuses, on propose un autre mot qui est l'endivision. Le fait de mettre les enfants handis dans des classes à part, le fait qu'il n'y ait pas ce vivre ensemble. Alors, bon, le mot vivre ensemble, le fait de ne pas vivre ensemble dès le début, ça fait qu'on n'est pas habitué et que ça crée de l'étrangeté, ça crée de l'autre et voilà, contre lequel on peut avoir plus ou moins d'animosité et de peur aussi en devenant adulte. Surtout qu'en plus les enfants handicapés, c'est une population que les profs sont très à même de dire qu'ils ne veulent pas dans leur classe. C'est-à-dire que là, toujours en France, parce que pour le coup c'est un événement je ne suis pas sûr qu'il y ait eu l'équivalent en Suisse, il y a eu 5000 profs qui sont montés à Paris pour dire qu'ils ne voulaient pas que les enfants handicapés soient dans leur classe. Et en fait, les enfants handicapés les handicapés de manière générale sont la seule démographique où on peut dire tel quel. On n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'on ne peut pas dialoguer avec eux. Généralement, c'est ça l'excuse. Mais en fait, à un moment, quand tu t'occupes de 2-3 ans, que la personne soit handicapée ou valide, à un moment, un enfant est un enfant. C'est-à-dire que le dialogue sera toujours un peu particulier de toute façon. Et encore une fois, le problème, c'est pas le fait qu'il y ait un enfant handicapé. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas assez de profs, c'est qu'il n'y ait pas assez de moyens. Et en fait, c'est vraiment revenir à s'autoriser, se forcer aussi à penser structurel et à sortir de oui mais là on me fait créer du conflit avec les parents d'un enfant ou avec un enfant et il faut que je sorte de cette mise en scène qui est pas ok en fait et vraiment revenir au structurel et exiger des moyens qui permettent d'accueillir les personnes dignement, juste dignement. Ouais, parce que pour une exemple, c'est plus de 100 000 enfants en France par exemple qui sont dans le cadre de l'institutionnalisation, donc les IME, différents types
d'instituts, parce qu'il y a plusieurs types d'instituts en France, mais c'est à peu près 100 000 enfants comme ça qui sont en fait complètement en dehors, sans oublier tous ceux qui sont purement déscolarisés, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants handicapés qui, faute de moyens, toujours, typiquement les ALS, qui sont des personnes qui sont des adultes qui viennent aider des enfants handicapés qui en ont besoin, etc. Il y en a tellement pas qu'en fait il y a juste des enfants qui vont plus du tout à l'école en fait. On va essayer de prendre une dernière question. Le temps passe très vite, je suis désolé. Oui. Je vais faire vite. Et puis d'ailleurs, vous avez un petit peu, partiellement déjà répondu à la question que ça fait un moment que je voulais poser. C'était pour rebondir à la question de monsieur qui disait mais comment on peut réagir face à ces incels masculinistes, etc., etc. Il y a la science, bon, on les écoute plus trop. Il y a l'art. Puis justement, je me disais, est-ce que vous intervenez dans les classes pour prendre le problème à la base et puis voilà, empêcher la formation masculiniste, etc., et validiste. Donc, vous avez partiellement répondu en disant que vous faisiez des histoires en tant que drague. Mais les dévalideuses, est-ce qu'elles interviennent dans les classes, à l'école ? Ça nous arrive un petit peu. Pour l'instant, ce qui nous est le plus proposé, moi j'adorerais intervenir dans les classes et j'ai essayé d'intervenir dans les classes de mes enfants à ma petite échelle, à mon petit niveau. Les profs n'ont jamais voulu. Et du coup, mes enfants, ils ont passé toute leur scolarité avec, à toutes les récréer, les gamins qui leur demandaient « Elle a quoi ta maman ?» C'est un truc, ça aurait pu être réglé en 3 secondes en fait. Mais voilà. Après, je dis pas que tous les profs sont horribles. C'est juste, je suis tombée là, en l'occurrence, sur des personnes qui avaient... je ne sais pas quelles étaient les raisons, mais en tout cas qui n'ont pas initié ça. Là où on nous sollicite beaucoup avec les dévalideuses, et ce que je trouve... pas suffisant, mais c'est déjà chouette. C'est qu'il y a beaucoup d'associations d'étudiants qui nous sollicitent. Et la semaine dernière, par exemple, j'étais à Toulouse avec l'Association nationale des étudiantes sages-femmes, par exemple. Donc, je suis trop contente d'avoir eu les professionnels de santé de demain pour leur parler de validisme, en fait. Et je me dis, waouh, là, j'ai tellement semé des graines, c'est trop bien, avec des personnes de tout le pays et tout, trop bien. Moi, j'aime bien, comme ça, pouvoir avoir des opportunités de parler aux professionnels, de pouvoir parler aux parents aussi, et de pouvoir parler aux gamins, ça serait tellement génial. Donc oui, invitez-nous. Parce que le problème, en fait, avec les écoles, c'est une question légale, en fait, qui va jouer aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça. Alors, je connais pas ton cas, ça se trouve là les profs étaient juste cons aussi, hein, mais il y a aussi un enjeu légal où c'est pas si facile que ça d'aller dans les écoles. Généralement, c'est alors ça dépend selon selon c'est la France ou la Suisse, mais moi j'ai fait mon scolarité en France, donc je vais parler pour la France. En gros, en France, c'est soit la ville, soit le département, soit la région qui va directement décider qui va intervenir dans les écoles. Et c'est-à-dire que par exemple, moi on a eu typiquement les cours pour la prévention antidrogue, nous c'était des policiers qui venaient à l'école. Et pour la vie sexuelle et affective, on était avec le planning familial, donc une grosse asso, mais qui était juste pas du tout à jour. Enfin, moi on m'a dit texto que les personnes trans étaient des gens qui avaient été éduqués bizarrement par leurs parents. Enfin genre voilà, il n'y a pas de vérification du tout de ce qui est dit pendant ces moments-là. Et du coup c'était très compliqué. Je sais qu'il y a quelques grosses assos qui arrivent, genre Amnesty International, ils arrivent des fois à aller dans des écoles, etc. Mais c'est compliqué en étant une petite association d'aller dans les écoles parce qu'il y a vraiment beaucoup de... il faut un agrément ministériel en fait. C'est ça. Il faut avoir un agrément... Peut-être une dernière question, Nadia et Sarah, je suis désolé, le temps passe vraiment trop vite, mais la discussion pourra se poursuivre après avec les personnes qui pourront rester. Certaines personnes dans la salle n'ont peut-être pas de handicap, en tout cas reconnu. Et donc la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est au moins ces personnes-là peuvent, j'allais dire vous, mais on va dire nous, peuvent nous être utiles. Je compte sur vous pour faire assez vite. Je pense déjà être venu c'est pas mal. Ça fait déjà un bon point de début. Je pense que on parlait de l'importance de l'art, de l'importance de plein de choses. Je pense que c'est important justement de se renseigner, de suivre d'autres, pas forcément que nous deux, parce que voilà, on n'est qu'une, nous trois d'ailleurs, parce que Malik aussi
nous a fait est présent. Mais voilà, il n'y a pas que nous trois qui existent, il y a plein d'autres contenus et de personnes ressources. Je voulais ajouter sur la question justement de comment on touche les enfants et tout. C'est Internet. Je pense que Internet c'est à la fois le lieu des pires théories du complot et trucs masqués et tout, mais aussi un endroit super pour créer du lien avec des personnes handies, créer du lien avec des personnes marginalisées qui sont très différentes de nous. Et je pense que ça va être quelque chose qu'on peut faire aussi en tant que personne valide, d'aller vers ces personnes-là pour voir en fait ce qui se crée, ce qu'il y a, se renseigner s'il y a des associations pas très loin de chez soi, si on a des enfants, les sensibiliser à la chose. Sensibiliser les enfants, c'est pas forcément très dur, ça serait juste, enfin, ça peut les emmener à des événements, ça peut être ne serait-ce que de leur montrer que ce genre de gens existent, parce que moi je compte pas le nombre de fois où un parent et son enfant devant moi, l'enfant fait qu'est-ce qu'il y a là machin, et que le père ou la mère est en mode on pose pas de questions, et je suis en mode c'est la pire réaction à avoir. C'est la pire réaction à avoir. Je crois que ça m'est arrivé une fois où j'ai eu un père qui avait fait une réaction que je trouvais vraiment super, où en gros sa gamine, on était dans un bar, pareil, elle fait pourquoi le monsieur est en fauteuil machin, et son père lui a juste répondu en fait, il a dit il y a des gens, des fois ils ont besoin d'un fauteuil, des fois c'est pour toujours, des fois pour non, des fois ils peuvent marcher un peu, des fois ils peuvent pas du tout marcher, enfin genre il a vraiment fait une explication super claire de ce que c'était et tout, et justement en fait c'est ce qu'il faut faire, parce qu'en fait si votre enfant il pose une question un peu malvenue, déjà bon on va l'entendre dans tous les cas, donc c'est trop tard pour ne pas nous gêner, mais soyez-vous l'adulte justement, la personne qui donne l'explication à l'enfant, et si vous n'avez pas la réponse, pareil, genre il y a plein de personnes ressources vers qui aller, vers qui ou demandez-nous aussi. Et puis pour répondre à ta question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, prenez conscience de votre pouvoir, de tous les pouvoirs et de la puissance que vous avez. Ça peut être dans votre vie perso, ça peut être dans votre profession, ça peut être dans plein de moments de votre vie. Comment c'est possible d'utiliser le pouvoir que vous avez d'une manière qui permette d'inclure, qui permettent de faire de la place, de mettre un peu le pied dans la porte pour que des personnes handies puissent participer, puissent être là, avec ce truc que je vous disais tout à l'heure sur comment je mets de l'attention à ceux qui ne sont pas là. Et à partir de là, comment vous pouvez utiliser votre pouvoir, et je le dis avec conviction parce que qui que vous soyez dans cette salle, vous avez du pouvoir. C'est sûr, je le sais. Et donc, comment vous pouvez utiliser votre pouvoir pour faire la courte échelle aux autres? Oui, ça peut vraiment être des petits actes. Je vous aurais compris que je fais plein d'anecdotes, mais par exemple, ma petite sœur, qui elle pour le coup est valide, elle a bossé dans une administration française à un moment, et justement elle a essayé à l'intérieur de créer de lancer des graines d'inclusion, ne serait-ce que l'accès aux lieux, aux personnes handies, parce qu'elle s'est rendue compte que MDR, l'hôtel de région où elle bossait, si tu t'en fauteuil et que tu voulais y aller, tu pouvais à peu près aller voir ailleurs. Et en fait et en fait, c'est plein de choses où, dans son administration, en fait, les gens n'avaient même pas en fait conceptualisé la chose, parce qu'en fait, ils étaient en mode, il n'y a pas de personnes en fauteuil qui viennent, du coup, ils n'avaient pas pensé en fait que c'était accessible. Et du coup, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue comme ça. Et rien que la personne qui dit, mais en fait, là, il manque ces gens-là parce qu'en fait, il y a un problème. Et ça, c'est déjà quelque chose. Et même, et je vous dis, elle était en bas de l'échelle, quoi. C'était pas la bosse du tout du truc. Et rien qu'en faisant ça, elle a déjà mis des graines de quelque chose. Et ça, c'est un exemple parmi plein de choses qui peuvent être faites. Mais c'est un exemple. Merci infiniment à vous deux. On retiendra dans tout le monde le pouvoir de défoncer le patriarcat et le validisme. Et merci à toi. Merci beaucoup, Malik. Merci à vous d'avoir été là. Nadia Morin, je rappelle que tu es sexologue initienne, formatrice, membre des Dévalideuses aussi. Tu es représentée d'ailleurs ce soir. Et Sarah Azeg, je rappelle que tu es artiste, RIP, queer et diplômée de la aide à Genève aussi. Merci à vous aussi, public, d'avoir été là ce soir. C'était un plaisir. La discussion a été belle, exhaustive, je crois aussi. Elle pourrait durer des heures, peut-être même des jours. Et un grand merci à la bibliothèque de nous avoir accueillis et d'avoir osé et d'avoir eu l'audace de proposer ce sujet.